Kribi, ville balnéaire d'une beauté inégalable. La brise caresse la nature de sa douceur. Ce 3 novembre 2009, jour d'audience. Dans la salle bondée de monde, on attend les délibérations parmi lesquelles celle de l'affaire Iyangairi contre Dodo Djibril pour outrage à la pudeur sur mineur de 16 ans. Après une longue attente, la sentence tombe enfin. Verdict non coupable. C'est un coup dur pour le plaignant. Le tribunal vient donc de relaxer le prévenu et au bénéfice du doute. J'ai été déçu par le tribunal. La sentence prononcée qui n'était pas en ma faveur et par rapport à toutes les pièces qui ont été fournies et les preuves et les témoignages, vraiment ça me déçoit et je suis trop frustré par rapport à ça. Quartier Wanié à Kribi. Ici, il y a quelques années, vivait une famille dans cette modeste maison. Tout se passait assez bien pour elle, jusqu'à ce 1er mai 2006, où tout bascula. Un après-midi, que ma petite soeur m'appelle au téléphone de venir à la maison. Dès que j'arrive à la maison, c'est là où elle me dit que Dodo a violé ma fille de 3 ans. C'était insupportable pour cette famille, surtout pour le père de l'enfant, qui se décida alors d'en savoir plus. Tellement bouleversé que j'étais, j'ai pris l'enfant et l'ai mené à l'hôpital. À l'hôpital de district de Kribi ce jour-là, l'enfant est accueilli par un médecin qui va immédiatement l'examiner. J'ai reçu cette patiente de 3 ans qui a été amenée en consultation par les parents. L'histoire et l'examen physique qui a révélé des lésions anales, un examen très douloureux. Tout cela nous a permis de conclure à un viol par sodomie. L'examen médical a été entièrement consigné dans le carnet de l'enfant et les conclusions nous ont permis d'établir un certificat médical. Dans le carnet médical, le médecin fait mention de tous les examens pratiqués sur la victime. Des résultats qui en découlent, un certificat médical est établi. Le père de l'enfant est en état de choc. Il décide de porter plainte et ce sera le début d'un long calvaire. Tellement touché que j'étais, je ne pouvais pas vraiment tolérer cette histoire-là. Je suis parti me plaindre à la brigade. On a convoqué le gars en question et sa maman. On s'est retrouvés à la brigade. Le commandant les a posé des questions. C'est là où la maman, qui était notre grand-mère à tous, a dit non, mon commandant, pardon, donnez-moi le temps d'aller régler ce problème-là en famille. Ça, c'était une façon de me faire dormir, de m'endormir. Alors, arrivé à la maison, elle n'a plus rien fait. Même fait une assise quelconque, zéro. Mais je me trouve 2 jours plus tard avec une convocation du parquet. Arrivé chez le procureur, c'est là où on me fait lire sa plainte. Que j'ai accusé son fils d'avoir violé ma fille. J'ai diffamé le nom de son fils et beaucoup de choses. Oh, c'est là où j'ai pris donc tous les éléments que j'avais, toutes les preuves, et j'ai raconté au procureur ce qui était. Avec le certificat médical à l'appui, le carnet de l'enfant et les photos que les gens ont vues,
C'est là dont le procureur a demandé donc à cette femme-là que quand tu viens accuser ce monsieur qu'il est en train de diffamer le nom de ton fils, est-ce que tu vas dire donc que tous ces effets-ci, qu'il est en train de mentir? Si aujourd'hui, on va parler que, comme tu dis qu'il a fait un certificat médical, il a payé les médecins, et les photos, et le suivi de l'enfant, tout ce qui est acheté avec le sang, est-ce qu'un enfant de 3 ans peut régler? Ou alors on dit comment? Qu'est-ce que tu veux dire qu'on en dise? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut chercher à régler ce problème-là le plus tôt possible. Parce que le problème est encore au niveau de la brigade. Dès que ça va arriver ici, et que tu n'as pas encore résolu ce problème, cet enfant-ci, je veux le déférer, il va faire la prison. Les conseils du procureur sont mal interprétés et pas appliqués. La famille se divise. Dans cette ambiance peu ordinaire, le père de la victime va poursuivre la procédure malgré les difficultés et les frustrations. J'ai vu le commandant dire que voilà, l'affaire que vous avez demandé à la maman, que la maman vous a demandé d'aller arranger, qui va aller arranger à la maison. Voilà maintenant ça qui se joue contre moi. Alors, le commandant me dit que cette histoire-ci, il faut laisser ça. Parce que vraiment, je te dis que moi-même, que tu vois si, voilà, il m'a montré les photos familiales de sa famille dans son bureau. Il dit que voilà, si tu dis que moi j'ai été victime de ce que tu as dit, tu ne peux pas imaginer. Je ne sais pas quoi, je n'ai rien fait. Donc, mon frère, il faut laisser ça. Ça, c'est les choses qui arrivent. Vraiment, j'étais bouleversé et j'étais dépassé. Je suis rentré voir le procureur si mon problème était aussi déjà arrivé au parquet. C'est là où on me fait comprendre que le dossier n'est pas encore arrivé au parquet, que c'est encore à la brigade. On m'a même donné un numéro de référence. Je suis parti là-bas. J'arrive à la brigade, on me dit que le dossier n'est même pas enregistré, qu'ils n'ont jamais vu ce dossier. C'est un gendarme qui témoigne qu'il avait vu ce dossier-là traîner dans le bureau, mais c'est l'enquêteur qui détient ce dossier. Il doit être dans le coffre de l'enquêteur. Alors, j'ai donc saisi le procureur par écrit. Je lui ai fait comprendre que mon dossier n'est même pas enregistré. Et vraiment, à la vue des choses que je suis en train de voir, c'est que ça ne va pas. Il y a de l'injustice. Le procureur fait donc appel à la brigade qu'on leur amène le dossier et la mise en cause. Je repars donc à la brigade, on me dit que il faut les frais de déplacement parce qu'on va aller saisir la personne hors de la ville. Donc il faut trouver une somme de 30 000. Je prends l'argent, je donne. Non seulement ça, on me demande encore qu'ils ne seraient pas seuls, qu'ils seront à 2. Et ils vont passer une journée là-bas, il faut vraiment que je les trouve de quoi manger. Ils vont pas aller passer une journée à femme là-bas. Il faut combien? Je dis qu'il faut 10 000. Je prends 10 000, je les donne. Il m'a donné un rendez-vous que demain, après-demain, on va t'appeler et on va sortir tout le matin. J'attends l'appel, il m'appelle. 2 jours plus tard, je l'appelle, je m'en vais à la brigade. Il me dit non, tu vas patienter, vraiment, j'étais tout pris. Successivement, il m'a fait des rendez-vous, plusieurs rendez-vous qui n'avaient jamais mouru. Pour finir, il a commencé à me menacer. Oh, on t'avait dit que c'est nous qui devons t'appeler, et non pas que c'est toi qui dois nous faire pression. Donc tu as intérêt d'attendre. Dans le cas contraire, ne m'appelle plus jamais. Je suis resté comme ça, il n'y a pas eu de suite. Les gendarmes n'exécutent pas l'ordre du procureur. Le présumé coupable est libre de circuler et ne sera jamais arrêté. Le plaignant crie à la magouille et au mauvais traitement. Il s'avérait que ce gars avait son grand frère qui était à Malabo et qui avait envoyé beaucoup d'argent pour qu'ils essayent un peu de négocier ces problèmes au niveau de la brigade. Et c'est par là que ce dernier-là parvient à dire que son grand frère a envoyé de l'argent. Si je pense peut-être que lui va faire la prison, il ne va pas faire la prison. Au contraire, c'est moi qui va subir à sa place. Contre vents et marées,
L'affaire est portée auprès du tribunal de première instance de Kribi. C'est le début d'un parcours du combattant pour le père et sa fille en quête de justice. Le prix à payer est au-dessus de ses moyens. Plus grave, les rencontres avec les membres de la famille du présumé coupable, ici en maillot vert. Près de 3 années de rencontres au tribunal sans suite, de nombreuses heures d'attente et de retour difficiles, parfois à des heures effroyables pour cet enfant de 3 ans. Depuis que celui-là est parti au tribunal, il n'y a jamais de suite favorable. Chaque jour, renvoi, chaque jour, renvoi, chaque jour, renvoi. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus d'1 an et demi de renvoi. Les renvois n'ont pas les mêmes causes. Oh, il faut les assesseurs. Oh, il faut ceci. Mais jamais le débat n'a jamais été ouvert. L'une des causes majeures de la démarche inhabituelle dans cette affaire, l'absence des accesseurs. Le nouveau code de procédure pénale en son article 709 parle des assesseurs, de leur rôle auprès des juridictions statuant en matière de délinquance juvénile, comme le précise ici le délégué des affaires sociales de Kribi. En réalité, un assesseur peut être compris comme toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui assiste un magistrat ou une personne chargée de juger sur une affaire. La loi dispose que dans le cas où ces 2 assesseurs, lorsqu'il a remarqué leur absence, un procès verbal évidemment est dressé. Mais ce qui est plus important de noter, c'est que la loi a ouvert pour qu'il n'y ait pas de blocage dans le processus, dans la procédure. Le juge peut siéger seul, mais cela doit être fait mention dans un procès verbal. Cette disposition est bien importante lorsqu'on se retrouve dans des situations où il y a carence ou absence d'assesseurs. En effet, hormis leurs compétences comme mentionné en son article 710, il est clairement dit à l'article 711, en cas d'absence répétée constatée par le président du tribunal, celui-ci siège seul. À Kribi, 2 assesseurs ont été nommés et ceux-ci n'ont prêté serment que depuis 8 mois. Parce que pas disponibles, ils sont régulièrement absents des audiences. Ils connaissent à peine les dossiers à débattre, ce qui a pour conséquence le blocage de plusieurs affaires de mineurs en jugement. Tel est le cas de Ornella, qui à cause de cette situation n'est plus allé à l'école parce que obligé d'assister chaque fois aux audiences. Depuis que le problème là est tombé, vraiment, on n'arrive plus à fréquenter. Puisque chaque jour, il faut être au tribunal. Chaque mois, il faut, tant qu'elle est au village, quand elle vient après 2-3 jours. Elle rentre après 1 semaine. Le moment où le moment où ils composent, elle est toujours absente. Après ces moments difficiles, le plaignant a reçu le soutien de la cellule SOS Viol du réseau national des associations des tantines. S'agissant de la procédure, c'est une affaire qui date du 1er mai 2006. Le père de la victime étant âgé de 3 ans seulement, le père de la victime qui a déposé plainte à l'époque n'avait pas toujours de suite de cette plainte. Je pense que cette victime a contacté les responsables du RONATA et du GTZ qui sont donc venus en appui pour l'aider à trouver une solution à la procédure judiciaire. Donc, la prévention qui est retenue contre le prévenu,
c'est bien l'atteinte à la pudeur sur une mineure de 16 ans. Les faits, à mon sens, à mon avis, sont constants. Je trouve dans le dossier de procédure un carnet médical, un certificat médico-légal, des auditions des témoins au niveau de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire au niveau de la gendarmerie. Et par ailleurs, le père de la victime, sans moyens financiers, avait contacté un mandataire de justice, c'est-à-dire une personne non avocat, qui malheureusement n'a pas pu faire le travail qui devait être fait pour faire avancer la procédure. Donc une fois contacté, je me suis rendu à Kribi, j'ai contacté le procureur de la République, j'ai contacté le président du tribunal et le service du greffe pour que les convocations partent effectivement en direction des assesseurs, pour que enfin qu'ils se présentent et que l'audience se tienne régulièrement. Les éléments versés au dossier ne facilitent pas la plaidoirie de l'avocat. La procédure s'est enlisée tout simplement à cause de l'absence des assesseurs à cette audience de délinquants juvéniles. Je dois déplorer le contenu du certificat médico-légal. En effet, ce certificat médico-légal a été rédigé par un médecin et le contenu n'est pas tout à fait en notre faveur parce qu'il est biaisé. Je constate que le certificat médico-légal n'est pas fait dans les normes, n'est pas rassurant, ne certifie pas ce qu'il doit certifier, ce qu'il doit attester. Par ailleurs, je suis également désolé que des témoins ne puissent pas venir aux audiences pour déposer et aider la justice à mieux se rendre. Dans le quartier, plusieurs personnes sont au courant de cette affaire. Parmi ceux-ci, quelques-uns sont motivés à témoigner, à apporter leur contribution pour que justice soit rendue. Mais au fil du temps, certains parmi eux se sentant menacés vont capituler. Une situation malencontreuse et périlleuse dans laquelle va se retrouver le plaignant. La maman du gars et sa grand-mère, plus compris son oncle, la fille de 13 ans qui a surpris ce dernier en train de commettre cet acte, ont juré et défendu que cet enfant n'a jamais témoigné cette histoire-là à la brigade. J'ai eu à faire des convocations pour elle, même au niveau du parquet, elle ne s'est jamais présentée. Alors, même l'entourage, les témoins qui étaient ces jours-là, qui voulaient vraiment parler cette histoire-là en franchise, ont été aussi intimidés par la famille, soit disant que c'est un problème qui les concerne. Bon, s'ils vont parler de ça, ça va les inculper. Et c'est chacun qui prenait son corps pour ne pas avoir de problème. Et tout le monde est parti comme ça sans toutefois vouloir encore témoigner. 2 témoins sont décédés de manière tragique. À en croire le père de la victime. Il y a aussi des témoins qui ont eu à témoigner, qui ont voulu vraiment que l'affaire soit claire. Comme ma soeur qui gardait ma fille, elle est morte 6 mois plus tard. Il y avait aussi le voisin qui était là, le voisin plus proche, qui était là, qui était aussi témoin. Lui aussi, 1 an plus tard, il est mort. Donc plus l'affaire met longue au tribunal, plus les gens ne font que mourir. Et je ne sais pas par quelle manière. Sûrement que ces gens-là meurent de manière mystique. Parce que je ne peux pas comprendre que constamment un problème ne finit pas. De 2,
les gens ne font que mourir. Le témoin capital, la petite fille de 13 ans, est heureusement encore vivante. Dans le cadre de ce documentaire, nous l'avons rencontrée et malgré les menaces, elle a accepté d'apporter sa contribution. Une lumière dans cette affaire. L'histoire s'est déroulée il y a 3 ans. J'avais 13 ans. J'étais à la cuisine avec ma grand-mère. Dodo était au salon avec l'enfant. L'enfant s'est mis à pleurer. Ma grand-mère m'a demandé que j'aille regarder ce qui se passe au salon. Je suis partie, j'ai trouvé Dodo. La porte de la chambre était fermée, j'ai cogné, Dodo a ouvert la porte. On est sorti à pleurer, il a demandé que Dodo c'est quoi. Il m'a dit rien. Quand je regarde Dodo, j'ai vu le sexe de Dodo se voyait un peu. Je demande que Dodo, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est la pleure. Il ne me répond pas. J'ai pris Ornella, Ornella a dit qu'elle veut chier. Elle a chié. Dodo l'a essuyé les fesses, après on a vu le sang, j'ai regardé si Ornella était blessée. J'ai vu la blessure était sur la nuque de l'enfant. Puis quand sa mère est venue, j'ai dit ce qui s'était passé à sa mère et à ma grand-mère. La marque de l'enfant m'avait demandé ce qui s'était passé avec l'enfant. J'ai dit que j'ai trouvé l'enfant en train de pleurer à la chambre. Et je lui ai dit que l'enfant a chié, on l'a essuyé les fesses. Et c'est Dodo qui a essuyé. Elle m'a demandé à la personne qui a essuyé les fesses. J'ai dit que c'est Dodo. Et elle a dit que quoi Dodo essuie les fesses. Elle me dit que le problème là va seulement partir à la gendarmerie et que moi, je serai témoin. Mais ma grand-mère a dit que je ne serai jamais témoin puisque les témoins partent aussi en prison. Depuis ce temps, je me prenais pour une victime puisque l'enfant avait la nuque blessée et je ne savais que dire le jour du témoignage. Mais ma grand-mère ne faisait qu'insister que je ne vais pas témoigner puisque j'avais peur de témoigner parce que j'avais aussi peur. J'avais peur de témoigner parce que je risquais d'aller en prison. Malheureusement, ce témoignage va manquer à la cour, ceux qui en lisent la procédure. Malgré cela, les débats se tiennent à huis clos, comme cela convient à ce type d'affaires. L'avocat reste serein. Nous attendons la sentence, la décision qui sera rendue par le tribunal dans sa formation collégiale. Et j'ai de bonnes raisons, j'ai espoir que nous pourrons avoir gain de cause dans cette affaire. Mais le 3 novembre 2009, lorsque le verdict tombe enfin, c'est la déception totale pour le plaignant et l'exultation du présumé coupable, acquitté faute de preuves. Et pourtant, quelle leçon peut-on tirer de cette affaire? L'incompétence du tribunal? Le manque de preuves? L'application difficile de la loi? Une preuve capitale mal comprise ou mal élaborée? Une mauvaise exploitation des éléments tangibles comme la comparaison des ADN? Toujours est-il que cette affaire a fait une victime innocente qui ne demande qu'à grandir normalement comme bien d'autres enfants.